8 personnes, 8 cauchemars. Une seule question, comment ont-ils survécu? Stephen Callahan. En 1982, l'Américain Stephen Callahan, âgé de 29 ans, traverse l'Atlantique en solitaire à bord de son voilier, le Napoleon Solo. Après plusieurs semaines en mer, il navigue à environ 1300 km des îles Canaries. Lorsqu'en pleine nuit, il est réveillé par une violente détonation. Son bateau est en train de couler. Stephen n'a plus que quelques minutes pour réagir. Il parvint à récupérer quelques provisions, du matériel de pêche et une petite réserve d'eau avant d'abandonner son navire. Quelques instants plus tard, le Napoleon Solo disparaît sous les vagues. Stephen se retrouve seul dans un radeau pneumatique de moins de 2 mètres de diamètre au milieu de l'océan Atlantique. Aucune terre à l'horizon. Aucun moyen d'appeler des secours. Pendant les premiers jours, il tente désespérément d'attirer l'attention des navires qui passent au loin. Sans succès. Il comprend rapidement qu'une seule personne pourra le sauver. Lui-même en fait. Il apprend à pêcher avec du matériel improvisé. Il connaît l'eau de pluie grâce à des petits distillateurs solaires. Il répare continuellement son radeau, menacé par les tempêtes et les morsures de poissons prédateurs. Les jours deviennent des semaines, puis des mois. Le soleil brûle sa peau. La faim le ronge. L'isolement devient presque aussi dangereux que l'océan lui-même. Mais Stephen refuse d'abandonner. Après 76 jours, à dériver sur plus de 2800 km, des pêcheurs aperçoivent enfin son radeau au large de la Guadeloupe. Lorsqu'ils le secourent, Stephen est amaigri, épuisé, mais vivant. Il aura survécu 2 mois et demi, seul au milieu de l'Atlantique, dans un espace plus petit qu'un lit simple. Là où la plupart des gens auraient perdu espoir après quelques jours, Stephen Callahan a tenu 76 jours. Parce que, parfois, survivre n'est pas une question de force, c'est simplement la décision de continuer encore un jour. Ada Blackjack. En 1921, Ada Blackjack, une jeune Inupiate de 23 ans, accepte une proposition inattendue. On lui offre un emploi comme couturière au sein d'une expédition arctique à destination de l'île Wrangel, un territoire isolé situé au nord de la Sibérie. Ada n'est ni exploratrice ni aventurière. Elle accepte uniquement pour une raison: gagner assez d'argent pour payer les soins médicaux de son jeune fils. Au départ, ils sont 5, mais très vite l'expédition tourne au désastre. Les ravitaillements promis n'arrivent jamais, les réserves diminuent dangereusement. Après plusieurs mois d'attente, 3 membres de l'équipe décident de traverser la banquise pour aller chercher du secours. On ne les reverra jamais. Ada reste seule sur l'île avec un explorateur gravement malade. Lorsqu'il meurt à son tour, en juin 1923, elle se retrouve complètement isolée, seule, à plus de 100 km de toute aide potentielle, dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. L'hiver approche, les températures plongent largement sous les moins 40 degrés, mais Ada refuse d'abandonner. Elle apprend à utiliser un fusil, pose des pièges, chasse le renard arctique et les oiseaux marins, répare elle-même le campement pour résister aux tempêtes. Elle tient également un journal où elle note simplement « Aujourd'hui je vais bien ». Mais lorsque des ours polaires rôdent autour de sa cabane, même lorsqu'elle ignore si quelqu'un viendra un jour la chercher. Pendant des mois, Ada lutte contre la faim, le froid et surtout la solitude absolue. Finalement, en août 1923, après près de 2 ans passés sur l'île Wrangel, un navire atteint enfin la côte. Les sauveteurs découvrent Ada vivante, amaigrie, épuisée mais debout. Parmi tous les membres de l'expédition, elle est devenue la seule survivante. Une femme partie comme simple couturière est revenue comme l'une des plus extraordinaires survivantes de l'histoire polaire. Parce qu'au bout du monde, là où tout semble perdu, Ada Blackjack a simplement refusé de mourir. Le crash des Andes, Nando Parado. Le 13 octobre 1972, un avion de l'armée de l'air uruguayenne s'écrase au cœur des Andes. À bord, 45 personnes, dont une équipe de rugby amateur et leurs proches. Parmi eux se trouve Nando Parado. L'impact est d'une violence extrême. Une partie de l'avion est arrachée. Plusieurs passagers meurent sur le coup. Et lorsque Nando reprend connaissance, il apprend une nouvelle encore plus terrible. Sa mère est morte. Sa sœur, gravement blessée, succombe quelques jours plus tard dans ses bras. Les survivants attendent les secours. Puis ils découvrent à la radio que les recherches ont été abandonnées. Pour le reste du monde, ils sont déjà morts. Coincés à plus de 3500 mètres d'altitude, sans équipement, sans vêtements adaptés et presque sans nourriture, ils comprennent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Les jours deviennent des semaines, puis une avalanche frappe l'épave
en pleine nuit, tuant encore plus de survivants. Après plus de 2 mois dans la montagne, Nando prend une décision folle, sortir des Andes à pied. Avec son ami Roberto Canessa, il quitte l'épave. Devant eux, des sommets enneigés à perte de vue. Sans expérience en haute montagne, sans matériel adapté, ils marchent pendant 10 jours. Ils gravissent des cols de plus de 4500 mètres d'altitude, traversent des vallées glacées, dorment à même la roche. À un moment, Nando atteint le sommet d'une montagne, convaincu qu'il verra enfin la civilisation. Mais tout ce qu'il aperçoit, ce sont encore plus de montagnes. Et pourtant il continue, kilomètre après kilomètre, jusqu'à finalement croiser un berger chilien. Grâce à cette rencontre, les secours sont déclenchés. Quelques jours plus tard, 16 survivants sont évacués des Andes. Sans cette marche extraordinaire, ils seraient tous morts sur la montagne. Des années plus tard, Nando Parrado résumera cette épreuve d'une phrase simple: j'ai marché par amour. Parce qu'au milieu de l'un des environnements les plus impitoyables de la planète, un homme a refusé d'abandonner ce qui comptait encore sur lui. Mauro Prosperi. En 1994, Mauro Prosperi, ancien champion italien de pentathlon moderne, participe au Marathon des Sables, une course considérée comme l'une des plus difficiles du monde. 250 km à travers le Sahara marocain en autosuffisance avec des températures dépassant régulièrement les 45 degrés. Après plusieurs étapes, Mauro est bien placé au classement. Le 14 avril, tout bascule. Une gigantesque tempête de sable s'abat sur les coureurs. Le vent devient si violent qu'il est impossible de distinguer quoi que ce soit à plus de quelques mètres. Les organisateurs conseillent aux participants de s'arrêter. Mais Mauro décide de continuer. Quand la tempête se calme enfin, il est seul, complètement désorienté, au milieu du Sahara, sans savoir dans quelle direction marcher. Il pense retrouver rapidement la course, mais les heures passent, puis les jours, ses réserves d'eau disparaissent. Il boit son urine pour retarder la déshydratation. Il trouve un sanctuaire abandonné où il capture des chauves-souris pour se nourrir. Il tente même de mettre fin à ses jours en se coupant le poignet, mais son sang, épaissi par la déshydratation extrême, coagule presque immédiatement. Alors il fait un choix, continuer. Il marche encore, toujours plus loin. Au total, Mauro parcourt près de 300 km à travers le désert. Pendant 9 jours, il lutte contre la chaleur écrasante, les hallucinations et l'épuisement absolu. Finalement, il aperçoit une jeune fille gardant des chèvres. Sans le savoir, il a traversé la frontière et se trouve désormais en Algérie. Les secours sont alertés. Lorsqu'il est retrouvé, Mauro a perdu près de 18 kilos. Les médecins n'en reviennent pas. Dans un environnement où quelques jours suffisent généralement à condamner un homme, Mauro Prosperi a survécu plus d'une semaine, seul, perdu dans l'immensité du Sahara. Douglas Mawson. En 1912, l'explorateur australien Douglas Mawson dirige une expédition scientifique en Antarctique. Avec 2 compagnons, Belgrave Ninis et Xavier Mertz, ils s'aventurent à plus de 500 km de leur base pour explorer une région encore largement inconnue. Tout se passe bien jusqu'au 14 décembre 1912. Ninis marche en tête lorsqu'une crevasse cachée sous la neige s'ouvre sous ses pieds. Il disparaît instantanément. Avec lui disparaissent également des chiens de traîneau, les tentes et une grande partie des provisions, et pratiquement tout espoir de retour facile. Mawson et Mertz sont désormais à des centaines de kilomètres de leur camp, avec des réserves prévues pour une expédition bien plus courte. Ils n'ont qu'une seule option, marcher. Jour après jour, ils avancent dans le froid extrême. Lorsque la nourriture vient à manquer, ils prennent une décision désespérée. Ils abattent leur dernier chien de traîneau pour survivre. Mais les conditions deviennent de plus en plus terribles. Mertz s'affaiblit, il souffre d'hallucinations. Après plusieurs jours d'agonie, il meurt. Mawson se retrouve alors complètement seul, à près de 160 km de la sécurité. Seul sur le continent le plus hostile de la planète. Il continue malgré tout. Ses mains perdent leur peau, ses pieds se couvrent de plaies profondes. Bon, je vais pas tout vous dire parce que c'est vraiment absolument affreux. Et pourtant, il avance encore. Puis survient un nouveau cauchemar. Alors qu'il traverse un champ de neige, Mawson chute dans une crevasse. Il se retrouve suspendu au-dessus du vide, retenu uniquement par la corde attachée à son traîneau. À cet instant, son histoire aurait dû s'arrêter. Mais il parvient, dans un effort surhumain, à remonter. Et il reprend sa marche. Après plus d'1 mois seul, il atteint finalement son camp. Mais le destin lui réserve une dernière cruauté. Le navire chargé de ramener l'expédition en Australie est parti quelques heures plus tôt seulement. Douglas Mawson devra passer un hiver antarctique supplémentaire afin de pouvoir rentrer chez lui.
Il aura survécu à la faim, à la solitude, au froid extrême et à l'une des plus extraordinaires épreuves d'endurance de l'histoire. Une preuve qu'en Antarctique, parfois, le plus grand exploit n'est pas d'explorer, c'est simplement de revenir vivant. Juliane Köpke. Le 27 décembre 1971, Juliane Köpke, une adolescente allemande de 17 ans, embarque avec sa mère à bord du vol Lanza 508 au Pérou. Elle rentre passer les fêtes avec son père. Mais à peine une demi-heure après le décollage, l'avion traverse un violent orage au-dessus de la forêt amazonienne. Les passagers commencent à paniquer, puis un éclair frappe l'appareil. En quelques secondes, l'avion se désintègre en plein ciel. Juliane est toujours attachée à son siège. Puis, elle chute. Plus de 3000 mètres de chute libre au-dessus de la jungle amazonienne. Contre toute logique, elle survit. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle est seule. Sa clavicule est fracturée, son corps est couvert de coupures. Et elle n'a pas une seule chaussure. Autour d'elle s'étend l'Amazonie. Des milliers de kilomètres carrés de forêts denses, peuplées de serpents, d'insectes, de prédateurs et traversées par des rivières dangereuses. La plupart des gens auraient attendu les secours. Mais Juliane sait quelque chose d'essentiel. Ses parents sont biologistes. Depuis son enfance, ils lui ont appris une règle simple. Si tu trouves un cours d'eau, suis-le. Il finira toujours par mener à des êtres humains. Alors elle marche. Pendant 10 jours, elle progresse seule dans la jungle. Elle boit l'eau des ruisseaux. Elle retire des dizaines d'asticots qui infestent ses blessures. Elle dort au milieu des bruits inquiétants de la forêt. Et malgré l'épuisement, elle continue. Finalement, elle découvre un petit campement de bûcherons. Il la conduit jusqu'à un poste médical. Juliane apprend alors qu'elle est l'unique survivante des 92 passagers présents à bord. Une adolescente, seule, perdue au cœur de l'Amazonie, qui a survécu à une chute que personne n'était censé survivre, avant de réussir à sortir vivante de l'une des jungles les plus hostiles du monde. Une histoire tellement incroyable qu'encore aujourd'hui, elle semble défier toute logique. Joe Simpson, l'homme qui est revenu d'entre les morts. En 1985, deux jeunes alpinistes britanniques, Joe Simpson et Simon Yates, tentent l'ascension de la face ouest du Ciula Grande, une montagne de 6344 mètres dans les Andes péruviennes. À l'époque, personne n'a jamais réussi cette voie. Contre toute attente, ils atteignent le sommet. Mais dans les grandes expéditions, ce n'est pas la montée qui tue, c'est la descente. Alors qu'ils redescendent, dans le mauvais temps, Joe chute. Le verdict est immédiat. Sa jambe droite est brisée à plusieurs endroits, juste sous le genou. À plus de 6000 mètres d'altitude, avec une montagne entière à descendre, une telle blessure équivaut généralement à une condamnation à mort. Pourtant, Simon refuse de l'abandonner. Pendant des heures, il le fait descendre en utilisant des cordes, mètre après mètre, jusqu'au moment où tout bascule. Joe passe par-dessus une falaise et se retrouve suspendu dans le vide. Simon ne peut ni le voir, ni le remonter. Pendant plus d'1 heure, il retient son ami dans une tempête de neige, incapable de bouger. Ses mains gèlent, ses forces disparaissent. Il comprend alors qu'ils vont mourir tous les deux. Il prend une décision qui le hantera toute sa vie. Il coupe la corde. Joe tombe. Il chute dans une immense crevasse gelée. Et pourtant, il survit. Blessé, seul, sans nourriture, avec une jambe détruite, il réussit à sortir de la crevasse. Puis commence l'impensable. Pendant 3 jours, Joe rampe et se traîne sur environ 8 km de terrain rocheux et glaciaire. Chaque mouvement lui arrache des cris de douleur. Chaque heure passée, dehors le rapproche de l'hypothermie. Mais il avance, centimètre par centimètre. Pendant ce temps, Simon est persuadé qu'il est mort. Il prépare même à quitter le camp de base. Puis, au milieu de la nuit, il entend une voix. Faible, impossible. Joe Simpson est là, squelettique, déshydraté, brisé, mais vivant. Dans une situation où personne n'aurait parié une seconde sur sa survie, Joe Simpson a accompli quelque chose d'extraordinaire. Refusé d'abandonner, alors même que le monde entier l'avait déjà considéré comme mort. Ernest Shackleton, l'homme qui a refusé d'abandonner. En 1914, Ernest Shackleton quitte l'Angleterre avec 27 hommes à bord de l'Endurance. Leur objectif, réussir la toute première traversée dans l'Antarctique. Évidemment, l'Antarctique a d'autres projets. À quelques centaines de kilomètres du continent, le navire est pris dans le piège, dans la banquise. Pendant 10 mois, l'équipage regarde la glace écraser lentement leur seul moyen de rentrer chez eux. Puis, en novembre 1915, l'Endurance disparaît sous les eaux. Donc là, ils sont désormais 28 hommes seuls, au milieu de l'un des endroits les plus hostiles de la planète.
Pendant des mois, ils campent sur la glace qui dérive jusqu'à ce qu'elle commence elle aussi à se briser sous leurs pieds. Shackleton prend alors une décision insensée. Avec seulement 5 compagnons, ils embarquent sur le James Caird, une chaloupe de 7 mètres de long, pour traverser 1300 km de l'océan austral jusqu'à la Géorgie du Sud. C'est l'une des mers les plus dangereuses du monde. Des vagues hautes comme des immeubles, des températures glaciales, des vents capables de retourner tout navire bien plus grand. Après 16 jours d'enfer, ils atteignent enfin la baie du roi Akon. Mais ils sont du mauvais côté de l'île, et personne n'a jamais réussi à traverser l'intérieur montagneux de la Géorgie du Sud. Shackleton choisit malgré tout de tenter sa chance. Avec Frank Worsley et Tom Crean, il parcourt environ 50 km à travers des glaciers inconnus, des falaises abruptes et des cols enneigés, sans carte, sans corde adaptée, sans équipement d'alpiniste. Après 36 heures de marche ininterrompue, ils aperçoivent enfin la station baleinière de Stromness. Les hommes qui les voient arriver pensent d'abord voir des fantômes, mais Shackleton n'a qu'une idée en tête: retourner chercher les autres. Il faudra plusieurs tentatives à cause des glaces, mais 4 mois plus tard, il revient enfin sur l'île de l'éléphant. Ces hommes sont là, tous vivants, dans une expédition où tout indiquait qu'ils allaient mourir. Shackleton a accompli l'impossible, ramené chacun des 27 hommes sous son commandement à la maison. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire. Allez, à bientôt.